Comment retranscrire la vie d'une autre sous forme de bande dessinée ? Comment recueillir les confidences d'une personnalité hors du commun pour les transformer en récits sans trahir sa parole ? En quoi raconter le parcours d'une autre peut-il modifier notre point de vue et impacter notre existence ? Dans ce podcast, on vous propose de partir à la rencontre de scénaristes de bande dessinée qui se sont confrontés à toutes ces interrogations. Je suis Camille Bichler et vous écoutez Mémoire en case. Des bandes dessinées qui nous ont marquées, il y en a des dizaines. Moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est me plonger dans une BD qui retrace le destin d'une personnalité connue. C'est rassurant, parce que le récit qui est fait paraît familier. Et en même temps, on peut se laisser surprendre en lisant l'histoire d'une personne qui finalement n'est ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Pour cet épisode, nous avons rencontré l'autrice Catel pour parler avec elle de sa bande dessinée Ainsi soit Benoît de Groot, publiée en 2013 aux éditions Grasset. Il y a donc 10 ans de cela. Cet album retrace la vie de Benoît de Groot, journaliste, romancière et militante féministe, à qui on doit notamment l'essai vendu à 1 million d'exemplaires Ainsi soit-elle, publié en 1975. Elle y aborde la prédominance du masculin dans la langue et dans l'histoire. Benoît y dénonce publiquement les mutilations génitales féminines. C'était la première fois qu'un livre en parlait sans détour. Pour écrire sa bande dessinée, Catel a suivi et a interrogé Benoît de Groot pendant plusieurs années pour dévoiler le portrait intime de cette icône du féminisme qui s'est battue toute sa vie pour l'égalité des sexes. Peu à peu, cette relation professionnelle s'est transformée en une véritable amitié. Benoît a même fini par être le témoin de mariage de Catel. Aujourd'hui, nous nous rendons donc chez Catel pour comprendre pourquoi et comment elle est parvenue à retranscrire le récit de vie de la grande Benoît de Groot. Elle nous a donné rendez-vous chez elle, dans le quartier de la Moussaïa, dans le 19e arrondissement de Paris. C'est un coin de la capitale où on trouve de nombreuses petites maisons, du calme et de la verdure. On y entend même encore les oiseaux. On prend une rue pavée et on arrive devant une maison étroite construite tout en hauteur. On y est. Bonjour Catel. La porte coince un peu. Ah oui, il faut avoir de la force. Merci de nous accueillir chez vous. Dans ma petite maison du 19e arrondissement. Voilà, c'est ici, une petite maison qui date de 1910. Vous voyez, là, on arrive dans l'entrée avec du carrelage à l'ancienne. Le salon et mon atelier est au premier étage. Eh ben, je vous suis alors. On y va par cette petite escalier en bois. Et alors là, on arrive dans votre atelier. Voilà, ça, c'est mon cocon parisien. Vous voyez, c'est rempli comme un œuf. Il y a une grande fenêtre qui est sans vis-à-vis, enfin sur des toits en tout cas, et des arbres. Et donc une bonne lumière constante. Et des bibliothèques partout, des livres, du matériel de dessin, des carnets. Vous voyez, là, j'ai toute ma collection de carnets Moleskine dans lesquels que vous je prends des emportez notes. partout. J'en ai toujours un sur moi et ça fait des années. Ah ben voilà, mon mari José-Louis Boquet qui est préposé au café ce matin. Bonjour. Bonjour, voilà. Merci beaucoup. Du café, décaféiné. Parce que ce matin, il fait le mari qui sert le café, mais sinon, c'est mon scénariste aussi pour tout ce qui est nos clandestines de l'histoire. Donc, il est très pratique. Oui, Il a plusieurs facettes. Merci José-Louis. Merci beaucoup. On s'est installé dans son atelier face à une grande fenêtre. La pièce est baignée de lumière. Dans son cocon, comme elle l'appelle, Catel a aménagé sa bibliothèque féministe où l'on retrouve des essais de Benoît de Groot ou d'Olympe de Gouges. Sur ses étagères, on croise des clins d'œil à sa vie d'artiste et de femme. Un portrait d'elle croqué par son idole Claire Bretéché, un autre signé de son ami Cabu, assassiné dans les attentats de Charlie Hebdo. On s'est assis autour de sa grande table à dessin, entre sa bibliothèque et son meuble de travail, sur lequel on retrouve tout son matériel. L'encre de Chine, les crayons de couleur, les feutres. Catel, pour démarrer cette interview, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ? Alors, je m'appelle Catel Muller, dite Catel. Je crois que mon prénom est plus évocateur que mon nom de famille. Je suis alsacienne. Mais en tout cas, Muller, évidemment, c'est très répandu en Alsace. Catel, un peu moins. Bien que ce soit vraiment aussi un prénom répandu, c'est Catherine en alsacien. On le trouve aussi en Bretagne.
Je suis donc née à Strasbourg. J'ai fait mes études là-bas. J'étais aux Arts décoratifs de Strasbourg, diplôme illustration. J'étais dans la même classe qu'un certain Blutch, qui est mon ami d'enfance, parce que nous avons grandi dans le même village à Illkirch-Grafenstaden. Nous avons été ensemble aux Arts déco. Nous sommes arrivés ensemble à Paris et nous avons fait carrière dans la bande dessinée. Alors, à côté, moi, je fais encore beaucoup de littérature jeunesse aussi. Là, je fais la série Lucrèce avec Anne Goscinny, qui est une petite fille à l'instar du petit Nicolas dans une famille recomposée aujourd'hui. Chez Grasset aussi, je fais d'autres livres toute seule. Par exemple, j'ai fait une biographique sur Benoît de Gros. C'est la première biographique sur quelqu'un de vivant. Je l'ai aussi fait à fin des années 2010. Benoît me disait ce qu'elle pensait au fur et à mesure et qu'elle n'avait pas dit ça comme ça et qu'elle n'était pas habillée comme ça, que c'était pas exactement dans ce lieu. Et donc, c'était des ajustements permanents. Et voilà, la voie était ouverte à un certain type de bande dessinée qui maintenant afflue dans les librairies, les biographiques, que ce soit de personnes qui ne sont plus là ou de personnes vivantes. Et alors justement, qu'a-t-elle Ainsi soit de Benoît de Groot. C'est l'histoire de Benoît de Groot, donc journaliste, romancière, grande militante féministe, qui s'est toujours battue pour le droit à l'avortement, le divorce, la féminisation des noms de métiers, et qui a été l'une des premières à prendre la parole publiquement pour dénoncer les mutilations génitales que peuvent subir les femmes dans certains pays. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né ce projet de bande dessinée sur Benoît de Groot? Oui, alors tout simplement parce que le journal Libération, un directeur artistique formidable qui s'appelle Alain Blaise, m'avait proposé de faire une double page suite au succès de nos biographies. Une double page sur une personnalité de mon choix. Et je m'étais demandé, j'avais deux idoles moi dans la tête. J'avais Claire Bretéché, bien sûr, c'était mon modèle absolu. Quand j'étais plus jeune, je voulais faire comme métier Claire Bretéché parce qu'il n'y avait aucun modèle de fille dessinatrice pour moi. Celle qui dénotait, c'était vraiment Claire Bretéché, la superstar, super belle. Et très vite, je me suis dit, bon, de toute façon, elle dessine elle-même, elle n'a pas vraiment besoin de moi pour la mettre en valeur. J'avais un autre mythe dans la tête, c'était Benoît de Groot, parce que ma mère féministe avait tous les bouquins de Benoît et me les avait mis en main quand j'avais 15 ans. Et j'avais découvert avec son fameux best-seller « Ainsi soit-elle », la condition féminine que vous venez d'évoquer, qui était absolument désastreuse, milieu des années 70-80. Et ce qui a d'ailleurs assez peu changé, malheureusement, dans l'ensemble du monde. On a toujours des exactions, des oppressions absolument monstrueuses. Et donc, j'avais été absolument atterrée, moi qui ne vivais rien de négatif dans ma famille, qui avait toute ma liberté, qui était dans une sorte de cocon. Je découvre que le monde est violent, particulièrement pour les femmes. Donc, j'avais très envie de rencontrer cette Benoît de Groot, mais je voyais pas très bien comment. Et voilà, Libération me propose de la contacter si je veux faire une double page sur elle. On arrive par l'intermédiaire de sa fille à la voir. Elle avait plusieurs maisons, enfin, elle était à Paris, en Bretagne et ailleurs, et on va ailleurs dans le sud. Parce que José Louis prend la voiture, me conduit, prend le micro, il m'accompagne en fait. Et moi, je vais l'interviewer et faire des dessins. Et au début, elle ne comprend pas qui je suis. Elle pense que je suis une journaliste qui vient lui poser des questions, comme elle en voit 3 par jour. Et puis elle m'accueille assez froidement et elle me répond assez rapidement à mes questions. Et tout à coup, au moment de partir, je me mets à dessiner. Et puis elle me demande ce que je fais. Je dis, c'est pour une BD dans l'IB, donc je dessine en fait. Alors déjà, le mot BD, elle savait pas trop ce que c'était, mais surtout, elle trouve que sa maison ressemble et que je dessine bien. Elle voit mes carnets de croquis et là commence la relation. Parce qu'elle vient d'une famille quand même d'artistes. Son père était dessinateur de meubles, un grand dessinateur, un grand créateur de meubles. Et sa mère, lui c'était André Groult, et sa mère, Nicole Groult, était une grande dessinatrice de mode. Donc, et sa sœur aussi, Flora, était une dessinatrice. Donc, le dessin, ça lui parle. Elle dessine pas du tout, mais elle a de l'estime. Et ça crée entre nous tout de suite une complicité remarquable parce qu'elle reconnaît tout chez elle, les meubles, la maison, le jardin. Et elle a envie qu'on se revoie. Enfin, il se passe quelque chose. L'histoire n'est pas finie à ce moment-là. La double page sort dans l'IB. Voilà, les gens la voient, ça a du succès. Et là se pose la question de mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre que ça pour aller un cran plus loin? Et il me vient l'idée de faire une biographie sur elle, comme je l'ai fait avec José Louis sur des femmes qui sont maintenant décédées. Mais je me dis, est-ce possible qu'elle a 89 ans? Est-ce que c'est possible maintenant d'aller l'interviewer et de dessiner au fur et à mesure? Est-ce que je vais passer, je pensais au début 15 jours à l'interviewer, à faire mon livre? Et puis, en fait, ça a duré des années parce que je l'ai suivie, on est devenus amis, en fait. Tout à coup, l'écart d'âge n'a plus existé. Elle m'a fait rentrer dans son monde, elle m'a expliqué le féminisme. Moi, je lui ai expliqué la bande dessinée parce qu'elle n'avait pas grandi avec la bande dessinée. Bon, quelle bande dessinée? C'était en fait Bécassine, qui était une petite bonne idiote sans bouche pour s'exprimer. Elle n'avait connu que ça comme bande dessinée.
Et pour elle, donc, c'était assez réducteur pour les filles. Il n'y avait pas de modèle féminin. Et ça a été très intéressant de rencontrer aussi l'histoire de la bande dessinée en même temps que l'histoire du féminisme et l'image de la femme à travers la bande dessinée, puisqu'elle en était l'incarnation et que pour elle, la bande dessinée, c'était justement à rejeter. Même dans Tintin, elle ne voyait que la Castafiore, ou dans Astérix, elle ne voyait que Falbala. Donc, c'était compliqué de projeter pour une fille un modèle qui nous ressemble. Et alors, comment vous avez réussi à la convaincre d'adapter sa vie en bande dessinée, puisque, comme vous l'avez dit, elle n'aimait pas la bande dessinée, elle se retrouvait pas dans la bande dessinée, et justement, vous avez choisi de la représenter sur la couverture de cette biographique, comme ça, dans son salon, accoudée sur l'un de ses fauteuils, qui dit, en souriant, je n'aime pas la bande dessinée. En effet, je l'ai mise sur la couverture directement, et dans son salon, avec les meubles de son père, André Groux, avec une bulle qui dit « Je n'aime pas la bande dessinée ». En réalité, quand j'ai fait ma double page dans Libération sur elle, elle a donc vu que je faisais la bande dessinée, mais elle a surtout vu les dessins de sa maison et mes carnets de croquis. Et quand je lui ai dit on pourrait faire un livre, un album de bande dessinée, elle a entendu album. C'est-à-dire que tout ce qui était bande dessinée, dans l'inconscient, ça partait ailleurs. Et elle a dit oui à tout. Donc j'étais très surprise. Elle a dit oui au contrat, toutes les conditions. En fait, je crois qu'elle avait envie qu'on se revoie parce que le courant était passé. Et l'amitié déjà était allée au-delà des mots et des cases, si on peut dire, et des bulles, justement. Donc j'ai commencé mon travail, je l'ai interviewé, j'ai commencé à dessiner. Et au bout d'un certain temps, on est allé fêter le contrat au restaurant. Mais j'avais déjà fait 2 ou 3 chapitres de bande dessinée. Et là, j'avais sa fille avec nous, on discute et de plein de choses, de la musique, de dessin. On parle des préjugés qu'elle a vaincus et je lui dis à quel point je l'admirais parce qu'elle avait vaincu justement un tas de préjugés dans un tas de domaines. Et elle me dit bon, il me reste quand même le rap, j'ai du mal avec le rap, etc. Et puis elle dit le rap et la bande dessinée, c'est ce que je déteste en fait. Je dis la bande dessinée, mais c'est ce que je fais. Et elle me dit ah bon? Et là, il y a une espèce de malentendu. Elle me dit mais j'ai pas compris, je croyais que tu allais illustrer ma vie. Elle n'avait pas compris que j'allais en faire une vraie bande dessinée, en album de bande dessinée. Elle pensait que c'était des dessins avec en dessous un texte off, comme ça, qui raconte sa vie, illustrée, quoi. Et je dis, ah ben non, pas du tout. Alors elle me répond, mais tu vas réduire mes paroles dans des petites bulles et ma vie dans des petites cases. C'était l'horreur pour elle. Et donc, c'était un moment atroce de solitude, ce restaurant. Je suis allée payer la note, la mort dans l'âme. Et je me rappelle qu'on a eu un échange très curieux, parce que c'était en hiver, en février, c'était exactement la même époque. Et elle met une doudoune et elle me dit avant j'avais un manteau en fourrure, mais maintenant je mets cette doudoune, c'est beaucoup plus léger et c'est tout aussi efficace. Et tout à coup me vient cette répartie. Mais tu vois la bande dessinée et t'as la littérature, ce que ta doudoune est ton manteau de fourrure, c'est plus léger, tout aussi efficace. Elle me dit ah bon, je vais réfléchir à ça. Puis elle s'en va et là je me dis bon c'est fichu, de toute façon on va arrêter la BD, c'est pas la peine de faire les choses au chausse-pied s'il y a pas vraiment d'envie. Et puis, j'annonce à mon agent, qui avait d'ailleurs monté le plan, qu'on allait arrêter. J'annonce à l'éditeur qu'on arrête. Et là, je reçois un courrier de Benoît 3 jours après, un long courrier qui s'excuse, qui me dit qu'elle veut absolument faire cette expérience, qu'elle veut que j'arrive à lui faire changer d'avis sur la bande dessinée et que même sur le rap, elle va essayer de s'ouvrir et à 90 ans, de se remettre en question. Donc, j'ai trouvé ça tellement merveilleux qu'évidemment, je suis partie à fond dedans. Mais pendant des années, parce qu'elle n'est morte qu'à 96 ans, on a continué à discuter du bien fondé de ce qu'était la bande dessinée. Est-ce un art, est-ce pas un art? Est-ce que ça réduit, est-ce que ça réduit pas? Dans quel contexte? Alors, je lui ai fait lire aussi beaucoup de choses qu'elle ne connaissait pas et elle a adoré, par exemple, justement, Art Spiegelman, Maus ou Marjane Satrapi, Persepolis. Et elle a compris que le roman graphique pouvait quand même se développer par rapport à une bande dessinée cartonnée, 48 pages en couleur, qui était un peu enfantin pour elle. Là, tout à coup, ça ressemblait déjà vraiment à un livre en noir et blanc. Et puis, il y avait de quoi lire, en fait. Et parfois, un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Avec un petit dessin expressif ou un décor, on peut raconter plus qu'avec 3 pages d'explication. Donc, elle l'a reconnu, ça. Et elle a fini par dire à la fin qu'elle n'aimait toujours pas la bande dessinée, mais qu'elle aimait beaucoup le roman graphique. Surtout sur elle-même. J'aimerais revenir sur un terme que vous avez créé, Catel. Cet ouvrage, ainsi Benoît Groult, vous le qualifiez vous-même de biographique et non pas de bande dessinée. Pourquoi? Ah ben c'est pas incompatible, c'est une bande dessinée qui est une biographique, ou c'est une biographie qui est une bande dessinée. Et je l'ai appelée Ainsi soit Benoît Groult parce qu'elle avait intitulé son best-seller Ainsi soit-elle, à l'instar de Ainsi soit-il, puisque c'est toujours adressé au Dieu qui est toujours évidemment masculin.
Et là, ma déesse était Benoît de Gros. Donc, j'ai repris ce titre, ainsi soit ma Benoîtine, comme je l'appelais. Et le fait que ce soit un roman graphique, elle s'est aussi emparée de ce terme parce que, comme je disais, il y a roman, le terme roman, c'est pas BD, c'est un roman dessiné graphique. Et donc, ça fait biographique et ça fait un album qui est entre la littérature, la bande dessinée, enfin, tout ça, c'est des histoires de forme. Dans le fond, ça a peu d'importance. Ça reste de la bande dessinée et pourvu que ça fonctionne et ça communique d'une manière ou d'une autre. Mais moi, j'ai pas de barrière par rapport à ça. J'ai pas du tout de hiérarchie. C'est pas un problème pour moi. C'est donc une BD qui retrace l'histoire de Benoît de Groot, mais c'est aussi une bande dessinée qui retrace l'histoire de la naissance d'une amitié entre vous et Benoît de Groot. 2 femmes de 2 générations différentes, vous l'avez dit. Et on sent tout au long du livre que cette rencontre a été très très importante pour vous. Pourquoi avoir décidé de vous intégrer dans la narration de cette bande dessinée ? Vous auriez pu faire le choix de vous dire je vais faire quelque chose de très chronologique sur elle uniquement, et moi je resterai hors champ. Exactement, c'était d'ailleurs l'idée initiale. J'étais allée, comme vous le faites, avec mon micro pour l'interviewer et faire raconter sa vie. Et je pensais d'ailleurs que ça ne prendrait pas tellement de temps, parce qu'elle avait déjà pas mal écrit sur elle, il y avait beaucoup de documents, elle était connue. Donc j'avais tout le matériel pour me lancer là-dedans. Et j'avais d'ailleurs commencé mes premiers chapitres sans me mettre en scène. Et puis c'est à cause de cette histoire de restaurant que tout à coup j'ai vu qu'il y avait une autre histoire que celle du féminisme, parce qu'elle, elle me racontait sa vie, donc l'histoire du féminisme au XXe siècle, parce qu'elle a grandi dans un milieu bourgeois où a priori l'égalité avait l'air apparente. Elle a fait des études, elle est devenue agrégée de prof latin-grec, mais elle n'avait pas le droit de vote. Et elle n'avait pas le droit à l'avortement, et elle n'avait pas le droit d'utiliser un chéquier, enfin, elle n'avait aucun droit. Et ça m'a paru très intéressant à travers son histoire de raconter l'histoire du féminisme. Sauf que, en la fréquentant, je me suis dit, mais il y a autre chose qui existe, c'est l'histoire de 2 générations et d'un art qui n'est pas compris. Il y a un décalage, et ce décalage-là me paraissait une double histoire intéressante. Et c'est pour ça que j'ai fini par me mettre en scène un peu à la façon Tintin qui vient l'interviewer, et ce décalage permanent qui fait qu'il y avait une drôlerie aussi dans notre histoire. Voilà, j'ai pensé que c'était personnel. Ça changeait aussi des biographies que je faisais avec Josélie Bocquet, où bien sûr que comme les mortes ne sont pas présentes, eh bien on n'a pas le choix. Là, finalement, on avait le choix de se mettre en scène et de mettre en scène aussi tout son entourage, ses enfants, les gens qu'elle rencontrait, de la voir au quotidien réagir dans des situations. Il y avait l'affaire DSK, il y a eu l'affaire d'un Playboy, il y a eu des rencontres très inattendues. Et finalement, comme je vivais cela avec elle en direct, ça méritait, à mon sens, de le raconter en bande dessinée et de faire un autre type de narration, que j'ai fait aussi d'ailleurs avec le roman des Goscinny peu après, en racontant l'histoire de Anne Goscinny et son père, mais de me mettre en scène pour accompagner cette narration. Katem, on est ici chez vous aujourd'hui. C'est ici que vous avez écrit votre biographie dédiée à la vie de Benoît. Y a-t-il un objet ici lié à la création de cet album qui vous fait immédiatement penser à Benoît ? D'abord, il y a tous mes carnets, parce qu'elle est un peu dans... Elle est du carnet 7 au carnet 53. Est-ce que vous pourriez nous en ouvrir un ? Oui, j'ai prendre de 13, t'as raison. Je sais pas, j'espère que je dis pas de bêtises, mais ça serait possible que... Voilà, j'ai Benoît là. Ça tombe bien, j'avais un petit repère rose parce que récemment, il y a eu un documentaire sur elle où ils avaient besoin de mes dessins. Là aussi. Là, elle m'a écrit un mot. Je me suis dédoublée. Ah oui, elle a fait un tampon d'elle. J'avais fait un petit tampon d'elle. Et c'est elle qui a tamponné et elle a raté son tampon. Elle me dit, je me suis dédoublée, quel culot. Là, vous êtes sur ma table à dessin, c'est-à-dire la table principale qui est face à la grande fenêtre pour avoir le maximum de lumière. Donc, je suis un peu comme dans un cockpit d'avion. J'ai ma bibliothèque à gauche avec toute ma documentation. Là, vous voyez, un sur Anita Conti, plein de livres de documentation, par exemple, sur les costumes du XXe siècle. Travaillez, vous lisez tout ce qui a été écrit. Oui, enfin, je lis un maximum, bien sûr. Et puis, que ce soit de la lecture du texte ou de l'iconographie visuelle. Donc, j'ai un peu tout ici. En tout cas, toutes les choses du moment, tous les sujets sur lesquels je travaille. Et là, à droite, j'ai mon meuble avec mes 7 projets que je fais toujours en même temps. Alors, de façon simultanée sur 7 projets. Et c'est un grand meuble, et donc on voit il y a plusieurs tiroirs, et chaque tiroir a son personnage dédié avec des petites étiquettes. On a Anita Conti, Goscinny, Indiana, Goscinny Lucrèce, Linotte. Et les expositions en bas, voilà. Donc c'est toujours, alors je change les étiquettes au fur et à mesure. Là, je viens de terminer
Indiana de George Sand avec Claire Bouillac, on a fait l'adaptation. Mais voilà, donc c'est tout. Je fais tous ces travaux en même temps, j'en ai toujours 7. Et les tiroirs correspondent aux 7 travaux que je réalise simultanément. Pour Benoît, donc Benoît c'était à l'encre de Chine, c'est en noir et blanc. Ouais. Mais il y a certains dessins que vous avez croqués sur place qui sont à l'aquarelle, non? Oui, voilà, c'est comme celui-ci par exemple. Oui, ça c'est sa maison en Bretagne. Sa maison en Bretagne. Là, elle dit... Et là, j'ai gardé d'ailleurs, c'est marrant, j'ai gardé en imprimant ce dessin le commentaire qu'elle avait fait dessus. C'est « Hélas, mon carnet n'est plus mouillé en bas de cet escalier pour partir relever les filets. Tout est pareil, sauf moi. » Elle parle de ce petit escalier, elle descendait cet escalier pour aller dans son bateau. Et maintenant, la mer a un peu baissé et elle a plus son bateau, donc ça n'est plus mouillé au pied de chez elle, comme elle dit. Mais donc on était là, mais moi j'allais me baigner là. Je descendais l'escalier, j'allais me baigner devant chez elle. Tout est pareil sauf moi. C'est un peu triste là. Et alors, comment se sont passés les entretiens avec Benoît? Parce que vous le disiez, vous avez écrit, adapté la vie de personnes, de personnalités qui étaient décédées. Donc, elles n'avaient pas de droit de regard, évidemment, sur votre œuvre. Là, elle découvrait tout en direct. Oui. Est-ce que c'est pesant, déjà, en tant qu'autrice, d'avoir quelqu'un qui a un droit de regard sur soi pour faire des remarques? Est-ce qu'il y a des choses qu'elle vous a interdit de parler ou... Mais ça aurait pu être désastreux, ça aurait pu être épouvantable comme expérience. Et en fait, si je l'ai continué et poursuivi sur des années, c'est que c'était hyper drôle. C'est que oui, elle faisait des commentaires, mais elle m'interdisait rien. Mais elle me disait, ça c'est nul, ça c'est bien, ça c'est pas comme ça. Et du coup, on rigolait, on parlait. À un moment, j'ai mis sa fille qui aimait la bande dessinée, Constance, et elle s'était embrouillée avec Constance parce que justement, elle s'était embrouillée sur le sujet de la bande dessinée, entre autres. Et on est allés ensemble voir Constance et j'ai réhabilité aux yeux de sa mère Constance en lui disant mais non, la bande dessinée elle lui a permis d'exprimer un tas de choses, elle-même elle a fait des dessins, elle est devenue peintre et c'est justement ça qui l'a nourrie et donc elle a commencé à changer son regard et ça a été des sujets de discussion mais toujours finalement la discussion a amené à quelque chose de positif et avec beaucoup d'humour toujours. On a tellement ri que tout passait très bien et c'était la richesse de cette aventure jusqu'au bout, de vraiment de l'humour jusqu'au bout et de la bienveillance aussi. Parce qu'il y avait vraiment un fond amical qui avait gommé, on se tutoyait d'ailleurs, parce que Benoît a été vénéré par un tas de gens. C'était d'ailleurs la personne avec laquelle j'ai rarement vu autant de gens se retourner et lui parler, la remercier, parce que j'ai connu quelques personnages connus, des acteurs, des actrices ou des hommes politiques. Mais elle était celle qui était la plus adulée dans la rue. Les gens la reconnaissaient, de me dire « Vous avez changé ma vie, vous êtes extraordinaire », et ça. C'était assez impressionnant. Et donc, tout à coup, d'avoir cette proximité pas comme une fille, justement, parce qu'elle a ses filles, elle a beaucoup d'ailleurs de personnes qui voudraient être ses filles et qui se proclament être ses filles spirituelles. Moi, j'avais l'impression d'être parce que moi, j'ai ma mère, vraiment. J'avais l'impression d'être une pote, et on discutait, on pouvait s'embrouiller, et on n'était pas d'accord sur ci, sur ça. Alors, la seule chose qui m'a posé un problème, finalement, dans la bande dessinée, parce qu'elle m'a vraiment rien censuré du tout, hein. On a parlé de la vieillesse, même parfois, elle me disait, vas-y plus fort, c'est trop gentil, donc, j'y suis allée pas par le dos de la cuillère. Ce qui peut-être fait que la BD sent le réel et on a fini par décrocher le prix Artemisia. Elle était très fière, Benoît, de ce prix parce que voilà, c'est le prix de la bande dessinée féminine et à juste titre par rapport au personnage qu'elle est. Mais elle m'a parlé de son premier mariage qui était avec Georges de Caunes. Et donc, elle m'a raconté à quel point il avait été imbuvable, méchant, machiste, etc. Et je lui ai raconté comme elle me l'a raconté. Je l'ai dessiné, donc elle a bien supervisé, tout allait bien. Et quand la bande dessinée est sortie, je n'ai pas mesuré que ça pouvait blesser d'autres gens, dont Antoine de Caunes, qui est le fils de Georges de Caunes, qui m'a invité à parler à la radio et qui était très gentil. Mais après coup, il m'a dit, à la sortie de l'émission, il m'a dit en fait, ça m'a beaucoup heurté la façon dont vous avez dessiné mon père, parce que c'était pas du tout ça mon père. Et tout d'un coup, j'ai réalisé à quel point on était allé très loin. Enfin, je l'avais suivi finalement parce que c'était sa parole, mais que ça pouvait vraiment être dur pour d'autres personnes. Et que l'humour qu'elle avait et la dent dure qu'elle avait, tout le monde ne l'avait pas de la même manière. Et pourtant, Antoine de Caunes ne manque pas d'humour. Mais là, on parlait de son père. Son père mort, en plus. Donc, je me suis confondue d'excuses. Enfin, on s'entend très bien avec Antoine, il n'y a pas de problème. Mais j'ai toujours regretté un petit peu d'être allée si loin. Et en même temps, c'était ce que voulait Benoît, c'était son point de vue. Donc, j'ai bien dit à Antoine, c'est pas moi qui vois Georges comme ça. Après, Georges, visiblement, il était très sympathique avec sa femme... avec la mère de Antoine, il a été tout à fait un autre homme. Il a appris aussi beaucoup de Benoît. Mais il était très jeune avec Benoît, très immature, et dans un contexte aussi où les hommes se comportaient comme ça. Et donc, fallait aussi effectivement montrer ça pour donner de la véracité aux propos de Benoît. À ce moment-là, quoi choisir, hein ? C'est compliqué. Alors, vous nous l'avez dit, Cadel, vous la surnommiez ma Benoîtine. Oui.
Alors, il y a la vraie Benoît Groot et il y a votre Benoît, le personnage que vous avez créé. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce personnage et nous le présenter? Eh bien, Benoît de Groot, c'est déjà un mythe dans la littérature, dans le féminisme. Là, j'en fais un personnage de bande dessinée, il faut que ça devienne Tintin. Donc, il faut trouver, en plus, elle a 90 ans, il faut trouver une manière de la représenter où ce soit pas une toute vieille dame bossue, ce qu'elle n'était d'ailleurs pas du tout, parce qu'elle était une jolie petite dame très entretenue, liftée aussi, mais qui prenait grand soin de son image. Oui, et elle parlé, ça, de la chose. Elle le cachait pas du tout. Sans aucun tabou, ouais. Sans aucun tabou, elle voulait, pas pour plaire aux hommes, mais pour se plaire à elle-même, elle voulait rester une vieille dame, digne, jolie, alerte, ce qu'elle était. Et donc, en même temps, elle avait aussi des rides. Elle faisait pas non plus 30 ans. Elle faisait quand même vieille dame, mais jolie, personne âgée, quoi. Et donc, j'ai dû chercher une manière graphiquement de la représenter très simple, avec 3 traits qui fassent qu'on sente qu'elle était à la fois âgée et à la fois qu'elle n'avait pas d'âge. Et qu'elle se tenait à la fois un petit peu voûtée et en même temps pas du tout. Alors, justement, au début, elle m'avait dit, mais comment tu me dessines? Je suis pas du tout voûtée comme ça, me disait-elle courbée. Je lui dis, ah bon, Benoît? Et à ce moment-là, elle se redresse, elle dit, mais je suis pas du tout voûtée. Et je l'ai redressée un peu, mais j'ai fait un peu entre les deux, voilà. Mais moi aussi, j'ai dû me dessiner, je sais pas très bien comment je me représente. C'est compliqué de se faire en personnage de bande dessinée, de faire l'autre en personnage de bande dessinée. Mais j'ai plusieurs fois eu ce problème-là. Et à un moment donné, on le fait où on trouve son personnage. Pour Joséphine Baker, par exemple, les enfants de Joséphine Baker m'avaient dit, c'était eux qui étaient venus nous chercher pour faire leur mère, qui à l'époque était pas connue, enfin plus assez connue. On la connaissait comme danseuse de musical. En 2010, ils étaient venus nous en parler parce qu'ils avaient vu les autres bandes dessinées qu'on faisait et ils voulaient absolument qu'on fasse une BD sur elle. Disant que ça la populariserait et on commencerait à connaître son vrai combat, qui était la résistance, les enfants qu'elle avait adoptés de 12 pays, nationalités, religions différentes, et que vous voyez mon dessin pour ça, comme le dessin de Paul Colin, donc flat, je me dis, ok, je vais faire comme Paul Colin, j'avais dessiné Joséphine Baker. Mais là, ils m'ont donné le cahier des charges, ils m'ont dit, on ne veut pas que ce soit trop caricatural, pas trop réaliste, pas trop simpliste, etc. Et on veut genre Tintin en Joséphine. Waouh! Et à tous les âges de la vie, en plus. Donc, j'ai cherché, jusqu'au moment où, ça y est, toute la famille m'a dit, ouais, c'est bon, c'est elle est comme ça. C'est avec 3 traits, c'était les proportions, le regard. Et c'est ça la difficulté au début, c'est de transformer une personne réelle en un personnage de bande dessinée qui après tourne dans tous les sens et on se pose plus la question de est-ce que ça ressemble pas. C'est elle ou c'est pas elle, hein. Catel, est-ce qu'adapter un témoignage en scénario pour une bande dessinée, c'est forcément trahir quelque part? Oui. Moi, j'aurais horreur qu'on fasse une bande dessinée sur moi. C'est forcément trahir parce que on n'était pas là, c'était pas exactement comme ça. C'est le dire aux gens. Donc oui, il y a une forme de trahison, c'est évident. Après, là, avec Benoît, c'était une trahison consentie puisqu'elle était derrière, hein. Les autres, je n'en sais rien ce qu'elle en penserait aujourd'hui. Mais pour le roman des Goscinny, j'ai Anne Goscinny qui surveille aussi, comme le lait sur le feu, ce que je dis sur son père. Mais en même temps, comme il y a une amitié extrêmement forte entre nous, ça se passe dans la bienveillance, l'amour, et c'est plutôt l'impression plutôt d'être dans l'échange, de la proximité et de rendre un réel hommage plutôt que la trahison. Même si en réalité, il y a forcément trahison. On n'était pas là, on peut pas savoir, quoi. C'est un parti pris, c'est une mise en scène. Voilà, je peux pas en dire plus. Il faudrait demander aux intéressés. Catel, est-ce que vous pourriez nous dire en quoi cette rencontre avec Benoît de Groot vous a transformée en tant que femme? Eh bien, la rencontre avec Benoît m'a permis de conscientiser le travail que je faisais instinctivement. C'est-à-dire que je me sentais libre, j'avais envie de parler de personnages féminins affranchis, mais j'avais pas conscientisé que ça allait devenir finalement mon chemin et ma façon de m'exprimer et d'exprimer un sujet profondément. Et le fait qu'elle me fasse conscientiser à tous les niveaux de la société comment les femmes sont oppressées dans les grandes lignes et les petits détails m'a donné encore plus envie de me battre, d'en parler, de m'investir, de choisir des destins exceptionnels et pas seulement des destins singuliers, personnels, mais aussi des univers derrière ces destins. Par exemple, Alice Guy, c'est toute l'histoire du cinéma. Comment une femme toute seule, des fins du 19e siècle, dans un milieu d'hommes, devient la seule grande réalisatrice et la plus grande productrice aux États-Unis. Enfin, c'est des destins totalement extraordinaires qu'on n'aurait pas pu inventer, tellement ils sont fous, nous aurait jamais cru, mais Joséphine Baker, c'est pareil. Et en même temps, ça raconte un monde qui est passionnant aussi, que je découvre. J'aime le cinéma, comme à peu près tout le monde, mais je ne connaissais pas le cinéma muet, les débuts du cinéma, toute cette industrie qui s'est mise en place
le cinéma muet, quoi. C'est la préhistoire du cinéma. Aujourd'hui, je travaille par exemple sur Anita Conti. Elle, c'est la préhistoire, si on peut dire, de l'écologisme. C'est la première océanographe qui prévient il y a déjà 100 ans qu'on est en train de vider les mers, qu'on pollue, que la planète va souffrir et tout le monde s'en fiche, à part Cousteau qui va l'engager, voilà. C'est aussi raconter l'histoire du monde par des sujets, des thématiques à travers des femmes précurseurs. Est-ce que précurtrice, on n'a pas encore le terme, existe, puisqu'on a considéré qu'elle n'était jamais précurseur. Eh bien, des femmes, voilà, pionnières en tout cas, qui ont affronté tout, parfois au péril de leur vie, pour faire avancer l'humanité. Et donc, ma toute petite mission sur cette terre, c'est d'en parler. Alors malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps dans ma vie par rapport à la multitude de personnalités, mais au moins celles qui me semblent nécessaires, importantes, utiles tout de suite. Là, j'essaye de faire ce que je peux pour les mettre en lumière et leur rendre vraiment leur place dans la grande histoire. Ça sert aussi, je voulais dire, de modèle à nos filles, parce que les livres d'histoire sont truffés finalement de héros, et les héroïnes, il n'y en a presque pas. Enfin, à part Jeanne d'Arc ou Marie-Antoinette, qui sont pas des modèles super enviables, l'une qui se fait brûler, l'autre couper la tête. On n'a pas des grandes héroïnes qui vont se battre, qui gagnent des guerres. Celle-là, on n'en parle pas. Et donc, il faudrait qu'on repeuple un peu nos livres d'histoire d'héroïnes, pas forcément d'ailleurs qui font des guerres, mais qui font avancer l'humanité avec des trouvailles, des inventions, des alertes. Olympe de Gouges qui écrit les droits de la femme quand même, donc des pensées aussi. Et Olympe de Gouges est rentrée maintenant dans les livres d'histoire, ça y est. Et Joséphine Baker a été panthéonisée. Donc il y a une prise de conscience. Donc ça marche, il y a quelque chose qui est en train d'accrocher, parce qu'il faut absolument que nos filles aient des modèles de personnages affranchis, afin qu'elles-mêmes puissent se dire, moi aussi, un jour, je peux faire ça, et qu'elles ne se l'interdisent pas avant même qu'elles y pensent. Merci beaucoup, Kéten. Merci à Catel d'avoir été l'invité de cet épisode. J'ai écrit et incarné ce podcast. Il a été produit par Johanna Bondou pour le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême et parrainé par l'Institut René Goscinny. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le partager autour de vous. Adrien Leblond s'est occupé du montage et du mixage. Morgane Mabi est l'assistante de production.